Bienveillance que vous avez eue pour notre épisode 0 de Riviera Détente. Oh là là, ça remonte à loin déjà. En tout cas, moi, je suis déjà accro. J'ai très hâte d'écouter les autres épisodes. Voilà. Merci à tous. Bisous. Je les laisse travailler. Je m'en vais. L'affaire du pain maudit, un fantôme au crâne déformé, le fantôme mangeur d'entrailles, une voiture qui sème la terreur dans le Finistère. Ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères. Bonsoir, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je m'appelle Mathias. Et je m'appelle Charles, et je vais vous parler du concept donc de cette nouvelle émission qui est assez simple puisqu'il s'agira de répertorier absolument tous les mystères et toutes les histoires, un peu creepy mais pas trop non plus pour que vous ne partiez pas en courant. Et ce sera de vous en parler et de vous les résumer et de vous les commenter ici dans le Bureau des Mystères. Et comme vous vous en doutez, énormément d'histoires à raconter, donc puisqu'il s'agit de répertorier tous les mystères du monde, donc ça fait pas mal de boulot. Et d'ailleurs, on va s'y attaquer tout de suite. Le mystère de la voiture rouge du Finistère. Alors mon cher Charles, il y a une femme au volant d'une Dacia rouge qui terrorise les automobilistes du Finistère. Est-ce que c'est la Dacia qui terrorise les automobilistes ? Est-ce que c'est la vision d'horreur de cette voiture qui les terrorise ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, je veux savoir, je suis un peu cash, mais là je rigole pas avec les Dacia. Alors nous savons que les Dacia peuvent être très très effrayantes en termes de design notamment, mais non, là le problème c'est la personne, c'est bien la personne qui est au volant de cette Dacia qui sème la terreur sur les routes du Finistère. Depuis déjà quelques années, mon cher Charles. Ça fait quand même quelques temps. Donc c'est un vieux modèle de Dacia qui roule encore, ce qui est déjà rassurant. c'est plutôt rassurant pour cette marque, effectivement. Parce que les premiers faits remontent à 2014. Ça remonte un petit peu à quelques années, effectivement. En fait, le premier témoignage a été recueilli par donc France Bleu Bretagne, enfin Finistère. Je ne sais pas exactement quel est le nom du média, on va dire France Bleu Finistère. Dirons-nous. Cette approximation, dis donc. Bah alors, t'es pris en flagrant délit de... Écoute, j'essaye d'habitude d'être assez précis sur les informations. Oui, je sais. Toujours est-il que j'ai le prénom de la personne, si tu veux. La personne s'appelle Gwendoline, qui est un prénom, pourquoi pas breton, effectivement. Mm-hmm. Et cette personne dit qu'elle a été poursuivie pendant 45 km par une Dacia rouge. Alors, 45 km, ça fait quand même pas mal. Ouais, c'est une petite distance, ouais. Et là, c'était sur de l'autoroute ou sur de la route de campagne ? Sur de la route classique, on n'est pas sur de l'autoroute, sur de la une route départementale, quoi. Sur une départementale ou une nationale, ce n'est pas précisé en tout cas. En tout cas, voilà, pas sur une autoroute. Sur l'autoroute, ça pourrait un peu plus se comprendre, effectivement. Ouais. Non, là, on était sur des routes, tout ce qu'il y a de plus classique, des routes bien de chez nous. Enfin, bien du Finistère, en l'occurrence. C'est pas chez nous, le Finistère. Mais bon, voilà. En tout cas, la personne a fini par lâcher Gwendoline qu'une fois que elle est sortie de sa voiture. La personne au volant de la Dacia rouge a juste continué son chemin. Elle ne s'est pas arrêtée pour continuer à la suivre à pied. Donc heureusement. Et le truc, c'est qu'on sait très peu de choses de cette femme. C'est bien ça qui est très très mystérieux. Si ce n'est qu'elle allait dans la même direction que Gwendoline. Et qu'elle est dans la même direction que Gwendoline et plein d'autres gens, parce que c'est pas la seule personne à qui c'est arrivé. Ah, d'accord. Ah bah oui, il y a une certaine Margot notamment qui dit que justement cette mystérieuse femme au volant de la Dacia l'a laissé passer au niveau du bourg de Plouguin, donc on est dans le Finistère, et donc on peut dire la folle à la voiture rouge a continué, en fait elle a fait exprès de la laisser passer, exprès pour le plaisir de pouvoir la rattraper et se coller à son pare-choc. Donc le témoignage est assez édifiant, la personne a doublé plusieurs voitures très dangereusement et s'est collée au pare-choc de Margot, a mis des coups de klaxon et des appels de phare. Donc c'est une personne qui a priori aime bien juste faire flipper les gens sur les routes. Et comme je disais, on sait pas trop de choses sur cette personne, c'est pour ça que c'est mystérieux. Il y a plusieurs témoignages qui décrivent en tout cas la même personne physiquement. Ce serait une femme blonde qui aurait entre 35 et 40 ans, comme ça, à vue de nez, qui circulerait sur cette Dacia. Il y a d'ailleurs un groupe Facebook qui recense ces apparitions, qui recense les témoignages. Ah ouais ? Si, il y a énormément de témoignages qui commencent à pulluler comme ça sur Facebook à propos de cette mystérieuse femme au volant de la Dacia rouge.
On est d'accord que c'est pas une dame blanche en voiture. Non, on n'est pas sur un fantôme, on est vraiment sur une personne, réelle, quoique ça pourrait être une vraie surprise de découvrir qu'en fait cette personne est un fantôme. Et c'est vrai que pourquoi pas. Après, le truc c'est que les fantômes ont plutôt tendance à apparaître la nuit dans les histoires qui font peur. Là, ce sont des choses qui arrivent en plein jour. Y a pas de... Voilà, on n'est pas sur une espèce d'apparition un petit peu mystérieuse au milieu de la nuit. Nous, on est juste sur une femme qui roule comme une dératée et qui s'amuse à coller le pare-choc des gens et à les suivre pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Et ma question est du coup, que fait la police ? Est-ce qu'elle a été arrêtée, cette femme ? Eh bien non, elle n'a pas été arrêtée. D'ailleurs, c'est quand même assez étonnant que personne n'ait eu l'idée de retenir sa plaque d'immatriculation. Enfin, en même temps, je me doute que quand on est coursé par une voiture comme ça pendant longtemps, c'est pas la première chose à laquelle on pense, je peux le concevoir. Puis déjà, quand on est collé de très près, la plaque, on la voit pas. Voilà, c'est vrai. En plus. Mais cette personne a été signalée à la gendarmerie, qui a estimé qu'elle ne faisait rien d'illégal, techniquement. C'est quand même étrange, que sa conduite est extrêmement dangereuse. Alors, disons qu'elle a pas été surprise en flagrant délit d'illégalité, apparemment. Ça. Voilà, c'est sûrement ça, parce que bon, c'est vrai que coller le pare-choc des voitures, je pense pas que ce soit très très légal en termes de code de la route. Bah non, déjà il y a les distances à respecter. Enfin, j'imagine qu'elle a fait des trucs un peu chauds pour continuer à les suivre. Ah bah oui, bien sûr, puisque voilà, le témoignage de Margot disait qu'elle avait doublé très dangereusement plusieurs voitures avant de se coller à son pare-choc, donc voilà. Personne qui présente un danger sur la route. Donc bah écoute, puisque la police ne fait rien face à ce mystère et face à ce danger sur la route, je pense qu'on va devoir nous classer l'affaire, puisqu'a priori la police ne fera rien pour l'arrêter. Donc soit on classe l'affaire, soit on décide d'enquêter. On va la voir. On va dans le Finistère. Écoute, moi je sais pas si on pourra faire passer en note de frais notre voyage dans le Finistère pour aller traquer une femme. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Donc du coup, je préfère me dire que peut-être la gendarmerie l'attrapera un jour sur le fait. Peut-être qu'un jour elle poursuivra la gendarmerie. Et qu'ils finiront par l'arrêter. C'est un peu débile. En attendant, on peut que dire à nos chers automobilistes du Finistère de faire très attention sur les routes si jamais ils croisent une Dacia rouge. Une Dacia rouge, voilà, exactement. C'est une belle manière de terminer cette histoire. On enchaîne avec la suivante ? Allez, c'est parti. Le fantôme mangeur d'entrailles. Un fantôme terrorise un petit village thaïlandais et, petite particularité locale, il dévore les entrailles de ses victimes. Alors, avant que tu commences tout de suite l'histoire, il dévore des entrailles de gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens en Thaïlande qui n'ont plus d'entrailles et qui donc du coup ne vivent plus à cause d'un fantôme, c'est bien ça ? Alors, pas tout à fait des gens. Tu vas voir. Je vais t'emmener en Thaïlande déjà, où il y a un important dispositif policier qui a été déployé en juin dernier. Dispositif policier donc qui a été demandé par les habitants d'un petit village, donc d'une province vraiment très rurale qui s'appelle, et attention à la prononciation, Amnat Chaoren. Et pour ceux et celles donc qui ne seraient pas particulièrement familiers avec la géographie thaïlandaise, ceux qui auraient par exemple sauté les cours de géographie du lycée, cette petite province en fait elle se situe à l'est du pays et donc frontalière avec le Laos. Donc pour que vous soyez bien au fait, il n'y a pas internet là-bas encore. On envoie des lettres pour communiquer avec la police. Voilà, c'est une zone extrêmement rurale. Et donc c'est le site web du journal thaïlandais de langue anglaise. Et là encore attention, Khao-Sod English, qui rapporte en fait que des villageois auraient été victimes des assauts du spectre d'une femme. Et alors, spectre d'une femme, là-bas, ça porte un nom tout à fait particulier, puisque on appelle ce fantôme le Phipob. Le Phipob. Oui. Alors, ce qui veut dire, je n'en sais rien. En revanche, d'accord. Non, il y a pas de traduction. C'est un nom propre. D'accord, tout à fait. Il y a pas de traduction. Donc, qu'est-ce qui caractérise ce type de fantôme, à part le fait que ce soit une femme ? Alors, déjà, il ne peut pas prendre autre chose que l'apparence d'une femme, déjà. Et parmi ses super pouvoirs de fantôme, il peut prendre le contrôle des êtres vivants, quels qu'ils soient.
Donc ce qui potentiellement, évidemment, est utilisé à des fins malsaines et malveillantes. Hein. Et donc, parce que là, on parle d'un démon, hein. C'est bien ça, c'est quelque chose qui est méchant à la base. C'est pas genre alors, c'est pas Casper, quoi. C'est un c'est fantôme. pas Casper, ça c'est sûr que c'est pas Casper, et tu vas rapidement comprendre pourquoi. Vas-y, il dévore tes entrailles déjà. Et Casper ne dévore pas tes entrailles, et c'est rarement un truc sympa de dévorer les entrailles des gens. Donc c'est le chef de la police locale qui a notamment raconté que les habitants donc étaient terrifiés, donc qui ont demandé par lettre du coup des patrouilles régulières de police, en indiquant que notamment le fantôme était responsable de la mort de 4 vaches. Et figure-toi que c'est là que c'est un mangeur d'entrailles, et c'est là que le titre n'est pas mensonger. Il a en tout cas, sinon dévoré, dépecé ces vaches, et les entrailles n'ont jamais été retrouvées. Donc déjà, on est, pour ce qui est de notre enquête, on est sur un fantôme qui n'est pas vegan. Ce qui permet d'écarter... qui donc voilà. dévore des vaches. Exactement. Mais donc du coup, tu m'as un peu arnaqué, parce que moi je pensais qu'il arnaquait, qu'il mangeait des entrailles d'humains. En fait, il ne s'attaque pas aux humains. Alors si, il peut aussi s'attaquer aux humains. Hein. C'est ce que je t'ai dit. Il peut prendre le contrôle d'êtres vivants. Et ça a été doublé, cette information, avec le fait que 4 policiers du Laos, donc le pays frontalier, seraient également tombés malades les jours qui ont suivi la mort des 4 vaches. 4 policiers du Laos, 4 vaches. Hein, donc déjà, je pense qu'on est sur un gang de FIPOB. On n'est pas sur un acte isolé, on est sur tout un gang. Ou sur une adaptation très étrange de la fameuse chanson « Mort aux vaches, mort aux condés ». J'avais pas pensé à celle-là. C'est peut-être tout simplement ça. J'avais pas pensé à celle-là. Donc, la police a pris ça très au sérieux, puisque dès le mois de juillet, ils ont envoyé des patrouilles aux abords des routes pour vérifier que les vaches n'étaient pas attaquées, les gens non plus. Et heureusement, j'ai envie de dire, déjà il n'y a pas eu de victimes humaines, mais en plus, le problème a été en grande partie réglé par une cérémonie bouddhiste qui a eu lieu au mois d'août. C'est-à-dire que nous avons des prêtres bouddhistes qui ont fait une espèce d'incantation de prière. Alors, et ils ont réussi à l'écarter. Pas uniquement les prêtres, tout le village a participé, tous les habitants du village ont participé à cette grande cérémonie bouddhiste. Une grande fête, du coup, j'imagine, dans le village, beaucoup de monde. Des gens costumés peut-être Je ne crois pas, non. Tu confonds avec la fête de Kliuskla peut-être. Oui, tout à fait, avec une fête de village, avec un petit peu, donc pas de marquisette à cet endroit-là pour fêter la disparition du fantôme. Non, c'est pas pour fêter la disparition, c'est pour le faire partir. C'est pour le faire partir. Oui. Et ce qui a marché, puisque depuis la fête bouddhiste, ça a permis aux habitants de se débarrasser du FIPOB, au moins temporairement. Ah, parce qu'on part sur un délire où c'est comme le clown de ça, genre il revient toutes les, tous les 10 ans, tous les 27 ans, il y a un délire comme ça. Alors non, il revient, il y a d'autres FIPOB qui peuvent revenir à d'autres moments, mais celui-là en particulier a été éloigné grâce à la cérémonie bouddhiste. Donc comme quoi, faire la fête, ça a son utilité aussi, son utilité spirituelle et religieuse. Ben écoute, je suis bien content qu'ils aient réussi à se débarrasser de ce mystérieux FIPOP. Est-ce que selon toi l'affaire est aujourd'hui classée ? Alors pour moi elle est complètement classée, elle a un niveau de mystère relativement élevé, mais elle est complètement classée parce que je crois que ses habitants ont fait un très bon travail. De ce que je sais, de ce que j'ai vu, ils ont respecté la cérémonie à la lettre. Le fantôme est parti en courant, il aurait été vu partant en courant. Et se disant plus jamais je ne reviens ici. Il était en larmes apparemment, la femme spectre était en larmes. Jamais. Ce sont vraiment des vraies informations que tu es en train Pas du tout. Parce que ça me semble un petit peu étrange qu'un fantôme donc qui terrorise toute une population et qui dévore des entrailles de vache se barre en courant et en pleurant. Chacun a sa sensibilité, enfin Mathias. Oui, non mais c'est vrai, c'était peut-être tout simplement un fantôme sensible. Donc pour toi, affaire classée. Ouais, complètement classée. Par contre, le niveau de mystère reste élevé. J'ai envie de te dire parce que on n'en est pas non plus débarrassé pour toujours. Là, on est sur quelque chose qui serait plus de l'ordre du marronnier, tu vois.
D'accord, donc il est pas Mais- impossible qu'on ait une autre Ouais, apparition ouais. de Phil-Pop prochainement. Mais cette affaire-là en particulier est classée, je te confirme. D'accord, et bien très bien, nous allons pouvoir passer à un autre dossier, car on est très charrette ce soir, on a beaucoup de dossiers à traiter. Ce cher David. Écoute mon cher Charles, là, on est sur un gros dossier. Ouais, dossier. j'entends ça, ouais. Un dossier où là, ça va risque d'être un petit peu long, je vous préviens, et ça risque d'être un petit peu flippant. Donc préparez-vous, mettez-vous en ambiance. Si vous avez peur, allumez la lumière. Cette fois-ci, Asseyez-vous, détendez-vous bien. je vais parler d'un monsieur qui raconte sur Twitter que son appartement est hanté par le fantôme d'un garçon très inquiétant avec le crâne déformé. Donc voilà, c'est très spécifique. Ce monsieur, il s'appelle Adam Ellis et il a commencé à tout raconter sur Twitter cet été. En fait, l'histoire commence en réalité au printemps, parce que Adam Ellis, c'est un monsieur qui fait, il l'a avoué, lui, il a raconté sur Twitter, il fait des paralysies du sommeil, donc il est assez habitué à ce genre de choses. Sauf que là, il y en a une qui s'est passée un petit peu différemment. Une fois, il a vu un enfant avec un crâne déformé, comme s'il lui manquait en fait la moitié du haut du crâne, qui l'observait dans sa chambre, qui était assis sur une rocking chair et qui le regardait, juste le regardait, puis il a commencé à s'approcher de lui petit à petit, et c'est à ce moment précis, juste au moment où en fait l'enfant allait le toucher, que Adam s'est réveillé. Ah, c'est normalement paralysie du sommeil, on a des formes assez identifiées. Voilà. D'accord. Et là en fait c'est pas une forme, parce que c'est vrai que les paralysies du sommeil, on a des formes qui sont, on retrouve souvent l'homme au chapeau par exemple, on retrouve souvent un homme très grand qui s'approche un petit peu du Slenderman, ce genre de choses. Là, c'est vrai que c'est très spécifique quand même. Un enfant à qui il manque la moitié du haut du crâne, c'est déjà assez étrange, et c'est ce qui lui a fait penser que c'était peut-être pas une paralysie du sommeil classique, mais peut-être une apparition d'un esprit. Et c'est ce qui lui a été confirmé quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard, il a fait un autre rêve. Cette fois-ci, il n'y avait pas ce fantôme, il y avait juste une petite fille qui est venue le voir et qui lui a dit qu'il avait vu, dans un rêve, ce cher David. Et ce cher David, il était apparu à minuit. Et la jeune fille qui voit dans son rêve lui explique que David apparaît en fait tous les soirs à minuit et qu'on a le droit de lui poser 2 questions. Mais Deux questions. On a le droit de poser à David, au fantôme, donc on a le droit de lui poser 2 questions. Exactement. Tu lui poserais quoi, toi, si tu le rencontrais? Eh ben écoute, je pense que je lui poserai exactement les mêmes questions que lui a posé Adam Ellis, parce que tu vas voir que il a un esprit très pragmatique, ce garçon. Il a eu exactement les mêmes questions auxquelles moi j'aurais pensé en tout cas. Mais alors attention, je te précisais qu'il pouvait poser 2 questions, mais surtout pas de 3e. Parce que c'est ça en fait la légende qui est racontée, c'est que la jeune fille lui a dit que s'il posait une 3e question, il allait mourir, que David le tuerait. Donc il faut surtout pas poser de 3e question. Pas le fantôme, mais le poseur de questions décède à la 3e. Exactement, c'est ça. Ah ouais, donc si jamais tu dis, comment t'es mort, qu'est-ce que tu fais chez moi, et que à la fin tu lui fais, oh, au fait, ça va? Et bah, la 3e question, il te bute. Genre, c'est un nerveux, genre, tu lui demandes si ça va, même si c'est une gentille question, il te bute. Alors, il te bute, mais pas tout de suite, c'est ce que tu vas comprendre. Ah. Parce que justement, quelques semaines après ce rêve un petit peu étrange avec la jeune fille qui lui parle de ce cher David, eh bien justement, ce cher David est revenu en rêve voir Adam Ellis. Et Adam lui pose, comme première question, celle à laquelle moi j'aurais pensé, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé, comment es-tu mort en fait? Et donc là, le petit David lui répond simplement un accident au magasin. Donc ça titille la curiosité de Adam qui lui pose sa 2e question. Que s'est-il passé? Et là, David répond, on a poussé une étagère sur ma tête. Et là, Adam dit, qui a poussé l'étagère? Et instantanément, David disparaît. D'accord. Donc là, il réalise quand même qu'il a posé la 3e question et que potentiellement, il va mourir, quoi. Il a fait l'erreur directe. C'est ça. En même temps, c'est la curiosité, quoi. En fait, il répond très sommairement à chaque fois. Voilà, on te dit qu'il est mort parce qu'on lui a poussé une étagère. Tu fais, mais qui est le coupable? Qui a fait ça? Et pourquoi? Donc t'as envie de lui poser plein de questions, mais c'est exactement ce qu'a fait Adam. Malheureusement pour lui, parce que c'est à partir de ce moment précis qu'il a commencé à se passer énormément de choses bizarres dans son appartement. D'accord. En fait, Adam a commencé par enquêter pour voir s'il y avait un David qui était mort dans un accident dans un magasin pas loin de chez lui, et il n'a pas trouvé, donc il est vite passé à autre chose.
Et en fait, quelques semaines s'écoulent, il déménage d'ailleurs dans... En fait, son appartement était situé dans une espèce de maison, si tu vois, et il a déménagé pour l'appartement du dessus, qui était vacant. Donc du coup, il a déménagé, et là, plusieurs mois passent sans qu'il y ait vraiment d'incident. C'est-à-dire que à ce moment-là, Adam raconte sur Twitter qu'il dit que David a peut-être tout simplement perdu sa trace, comme il a déménagé, sauf que pas du tout. Il est allé à l'étage au-dessus, il a perdu sa trace, il était perdu. Alors, en tout cas, il l'a vite retrouvé parce que début août, et c'est là que les phénomènes les plus étranges commencent, les 2 chats d'Adam commencent à se mettre devant la porte d'entrée tous les soirs à minuit. Comme s'ils surveillaient ou s'ils entendaient quelque chose, en tout cas ils apparaissent plutôt nerveux, donc ça inquiète Adam évidemment, et il regarde à travers le Judas, et il pense avoir vu une forme bouger, et donc du coup pour se convaincre lui-même qu'il n'est pas en train de devenir fou, tout simplement il décide de prendre une photo qu'il a postée sur Twitter. Et c'est vrai que dessus, on distingue assez vaguement une forme humaine avec un crâne enfoncé, justement. D'accord. Il a pris la photo à travers le Judas ? Ouais, c'est ça. Il a collé l'objectif de son téléphone contre le Judas et il a pris une photo. Et on voit un petit peu au loin une espèce de forme humaine avec vaguement le crâne enfoncé. Donc ça peut être un bug de caméra, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que la forme ressemble un petit peu. Et ça a plutôt inquiété les gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Sauf que ça, c'était d'accord. que le début, en fait. Et c'est quelqu'un qui est assez suivi sur les réseaux sociaux, peut-être. Oui, en fait, oui, Adam Ellis, c'est un illustrateur, donc qui fait des strips assez marrants, d'ailleurs, que moi, personnellement, j'aime bien. Je le suivais déjà avant pour ses strips, parce que c'est un monsieur qui est assez drôle. Donc, pas du tout de surnaturel ou de paranormal, donc vraiment absolument rien à voir avec ça. Et voilà, en fait, ses posts, d'habitude, sur Twitter, c'est surtout ses dessins et du shitpost, c'est-à-dire qu'il raconte des conneries, tout ça. Et c'est vrai que on va dire la ligne éditoriale de son compte Twitter a commencé à beaucoup changer à partir de ce moment-là, parce qu'il a décidé de documenter quasiment jour par jour ce qui se passe dans son appartement, quoi. Parce qu'il a évidemment commencé à paniquer après avoir vu cette photo, ce qu'on comprend assez facilement. Oui. Donc il a commencé à mettre du sel devant sa porte, il a commandé de la sauge sur Amazon, il a commencé à en faire brûler. Il est allé sur que faire en cas d'attaque fantôme, c'est ça ? Mais exactement. Genre, il a tapé ça sur Google et les premiers résultats. Mais c'est vrai que ça ressemble à un film d'horreur, donc ça ressemble exactement à ce qu'on aurait pu faire si on était confronté à un phénomène de fantôme. C'est comment je me débarrasse d'un fantôme à l'aide. Et les gens lui disent il faut faire brûler de la sauge dans ton appartement, il faut mettre du sel devant la porte, faut pas qu'il rentre. Et donc oui, il essaye tout ça, mais en fait finalement ça sert à rien parce qu'il continue à se passer des trucs bizarres. Et vu qu'il n'a absolument rien appris du film Paranormal Activity, il a décidé d'enregistrer l'audio de ce qui se passe la nuit dans son appartement. Waouh, c'est courageux. Ça après, ça quand tu l'écoutes, tu dois avoir des petits pics de stress quand même. Ouais, je pense que tu dois avoir des bons pics de stress, surtout avec ce qu'il a enregistré, parce qu'il a évidemment posté quelques audios sur Twitter. On entend quelques bruits de pas et des sons que lui trouve suspects, mais en fait ça ressemble un petit peu à des sons, des sons un petit peu électriques, comme quand il y a un petit peu de souffle sur ton micro, ce genre de choses. Donc ça peut s'expliquer. D'accord. Si tu veux. Ouais. Mais il suffit qu'un chat se soit approché, exactement, soufflé un peu fort et voilà, on entend un truc bizarre. Sauf que pour lui, c'est un petit peu suspect, mais en même temps, on comprend qu'il trouve ça suspect vu tout ce qui se passe autour. Il se passe énormément de choses. Surtout que le 15 août, donc c'était il y a quelques temps, mais il a rêvé de nouveau de David. Ah! Sauf que là, il s'est pas fait tuer puisqu'il est encore là pour raconter son histoire, mais il a rêvé de David qui l'observait en silence, toujours assis sur la rocking chair verte de sa chambre, qui bougeait pas, et puis ensuite il s'est réveillé, et il a juste eu très peur en se réveillant. Sauf que le 18 août, donc 3 jours plus tard, il a eu un réveil un petit peu plus compliqué, puisqu'il a senti son appartement tout simplement trembler. Oula, il vit dans quelle région déjà Alors, je crois qu'il habite à New York, si je me souviens bien, et justement ça, il a expliqué que peut-être, tu vois, il essaye de rationaliser les choses à chaque fois. Hein. Moi, c'est un essai nucléaire nord-coréen pour moi, mais... non, c'est tout simplement qu'il habite pas très très loin d'une station de métro. Donc il s'est dit aussi, ouais. Peut-être que les vibrations du métro ont fait trembler un petit peu ce matin-là, enfin qu'il s'est peut-être réveillé pile au moment finalement où il y avait un métro qui passait brusquement. C'est pas impossible. En tout cas, il dit que c'était la première fois que ça lui arrivait, que c'était la première fois qu'il se réveillait et qu'il y avait un tremblement comme ça dans son appartement. Donc quand il a commencé à raconter ça, évidemment ses followers lui ont dit de déménager sur le champ, qu'il fallait arrêter.
Mais il a dit que ça servira à rien puisque David l'a déjà suivi une fois et qu'il le suivra puisque en fait finalement c'est lui qui est hanté par David puisque c'est lui qui a posé les 3 questions, c'est pas une histoire d'appartement hanté en fait. Et ça, le film Insidious nous l'a très bien appris, hein. Oui, Quand c'est on est pas la hanté, peine de déménager. c'est les personnes qui sont hantées, hein. C'est pas les immeubles, c'est pas les appartements, hein. Exactement. Donc du coup il s'est dit que ça servait à rien de déménager donc il est resté chez lui. Sauf que 4 jours plus tard il a encore rêvé de David. Sauf que cette fois-là quand il s'est réveillé c'est pas son appartement qui tremblait mais il y a eu des griffures sur son bras. Ah bah alors là, alors là pour le coup je pencherai pour le chat. Ouais, c'est pas impossible. Lui a essayé de rationaliser en se disant que c'était peut-être tout simplement blessé la veille et qu'il l'avait pas senti. Donc Aussi, ouais. genre de choses qui arrivent. Donc il rationalise tout ça, il se dit faut pas que j'ai peur pour rien et il décide de sortir aller s'acheter un café. Donc sur le chemin il y a un petit entrepôt qui est souvent plein puisqu'en fait c'est un entrepôt où il répare des caddies de supermarché. Donc c'est juste à côté de chez lui, c'est sur le chemin quand il va au café. Et cet entrepôt qui est toujours plein, là il est vide. Et il est ouvert. Et comme il est un petit peu, j'allais dire un petit peu bêta, mais parce que moi j'aurais jamais fait ça, il est rentré dans l'entrepôt. Ah, par curiosité, comme ça. Par curiosité, parce Ok. qu'il s'est dit c'est quand même bizarre qu'il soit vide, alors qu'il est toujours plein, cet entrepôt est toujours plein de caddies en train de se faire réparer. Donc là il est rentré et il y avait quasi rien en fait à l'intérieur, à part une chaise verte. C'est-à-dire la même D'accord. couleur que sa rocking chair sur laquelle il avait vu David la veille dans son cauchemar. Ouh. Il s'est pas pincé, il était pas en train de rêver là. Non, parce que justement, après, il allait chercher son café, et en revenant, l'entrepôt était fermé, et il l'est toujours. Ok. Ça commence à devenir très très flippant. Là, on est fin août, c'est le gros flip dans la vie d'Adam, on le comprend. En plus, il commence à recevoir des appels de numéros inconnus. Ah, bah alors ça, je pense que j'ai eu ça aussi. La hotline Bouygues, qui veut faire du démarchage téléphonique, est horrible et peut appeler jusqu'à 5-6 fois par jour. Donc je sais pas s'il est chez Free, chez SFR ou quoi d'autre, mais à mon avis c'est du démarchage téléphonique là. Bah écoute, il a fini par répondre pour vérifier, sans doute si c'était pas du démarchage téléphonique. Et il y a eu un son de grésillement électrique. En fait, il dit que c'était très similaire à ce qu'il avait enregistré justement la nuit où tu sais, il avait enregistré les sons dans son appartement. Ouais. Ça ressemblait vraiment à ce son suspect. Et puis d'un coup, il y a eu un silence. Et d'un coup, un juste bonsoir. Mais genre d'une petite voix, un petit peu comme un murmure, quoi. Bonsoir. On était le soir ou on était le matin? On était le soir, il était à peu près 22h30. Justement, il faut préciser qu'à ce moment-là, ces chats ont commencé à changer d'horaire pour une raison totalement inconnue. Dorénavant, c'est tous les soirs à 22h qu'ils sont devant la porte et pas minuit. Donc on sait pas exactement pourquoi, mais juste après le fait que ces chats se posent devant la porte vers 22h, il reçoit des appels inconnus. Et donc c'est à celui-là qu'il a répondu, il est à peu près 22h30. Donc t'as cette voix qui murmure bonsoir. Et donc là, Adam a évidemment ultra peur, il raccroche immédiatement et il ne dort pas de la nuit, il reste devant la télé pour rester éveillé parce qu'il a extrêmement peur. Et donc là, il se dit, ça commence vraiment à devenir très très flippant, donc je vais partir en week-end. Donc là, il part en week-end, il quitte son appartement, mais sauf qu'il est quand même très très curieux, donc il laisse une caméra tourner pendant le week-end pour voir ce qui se passe chez lui pendant qu'il est pas là. Donc une fois qu'il revient, il visionne les images et il s'aperçoit de trucs très étranges, notamment la rocking chair qui bouge toute seule. Bon, ça peut être le vent, mais lui il dit que les fenêtres étaient fermées et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait du vent dans son appartement. Mais en tout cas, la rocking chair bouge toute seule. Il y a un bibelot qui est accroché au mur qui tombe. Il y a ces chats qui sautent vers des trucs invisibles, qui se mettent sans raison apparente sur leurs 2 pattes arrière. Donc ça commence un petit peu à le faire bien flipper, d'autant plus que les cauchemars continuent. Et là, il fait... même quand il était en week-end? Non, là, c'est quand il revient. Quand il est revenu chez lui, après avoir visionné les images, les cauchemars continuent. Et là, c'est pas ce cher David qui le voit en cauchemar, c'est tout simplement une tête dans son lit qui lui sourit, avec la colonne vertébrale encore accrochée à la tête, avec du sang partout sur les draps. Dégueu. Ouais, ça fait vraiment flipper, donc il commence vraiment à voir des trucs très bizarres, quoi. Il rêve notamment d'ombres qui l'observent par la fenêtre, ils se sont de plus en plus oppressés, quoi. Et donc il essaye de vivre tant bien que mal la situation et il rationalise toujours, il se dit que la meilleure solution en fait pour lui c'est de continuer à tout raconter sur Twitter comme il le raconte pour qu'il y ait une trace de ce qu'il vit, quoi, qu'il raconte au jour le jour ce qui se passe et qu'il ait vraiment pas l'impression de sombrer dans la folie, quoi, qu'il recueille des preuves, qu'il fasse des photos, qu'il fasse des vidéos.
Et donc là, un soir, il a du mal en fait à rester chez lui parce qu'il se sent pas très bien. Donc il va s'acheter tout simplement des chips dans le magasin d'à côté. Meilleur remède quand tu te sens pas bien. Bah tu vas faire un tour. chips. Donc du coup il se dit Oui. bah, je vais faire un tour, je vais me prendre des chips et un coca, ça ira mieux. Et donc là il repasse devant l'entrepôt. L'entrepôt qui est toujours fermé. Mais là il sait pas trop pourquoi, il a une envie d'un coup de prendre une photo à travers la fenêtre de l'entrepôt, parce qu'il y a une petite fenêtre à côté de la porte. Et donc il prend une photo, et là immédiatement son sang se glace, parce qu'il y a une forme dans le coin haut droit de l'image qui ressemble à David. Il les publié les photos en même temps? Ouais, je conseille d'ailleurs à nos auditeurs d'aller les voir sur son compte, le compte d'Adam Ellis. Donc c'est Adam A-D-A-M et Ellis E-2-L-I-S. Je vous conseille d'aller regarder. Donc il y a toutes les photos, il y a toutes les vidéos, il y a même les extraits audio. Donc c'est assez impressionnant parfois. Et c'est vrai que cette forme qui ressemble à David, ça l'a vraiment énormément fait flipper. Et heureusement pour Adam, l'histoire se termine à peu près ici, puisque Adam est parti là au Japon pour 2 semaines. Donc du coup il quitte son appartement pendant 2 semaines, on imagine que ça le rassure énormément, et il racontera normalement la suite à son retour. Bah dis donc, il est ouais, parti, pour quelle raison il est parti? Il est parti par peur? Non, pour le travail, enfin il avait des choses à faire D'accord. au Japon, mais bon, c'est vrai que s'éloigner de cet appartement hanté, ça doit lui faire quand même pas mal de bien. Ouais. Si toute cette histoire est vraie, évidemment. Parce que justement, j'ai quelques réserves sur ça. On peut se poser la question, est-ce qu'on y croit ou pas, tout simplement. D'ailleurs, j'ai envie de te poser la question, Charles, est-ce que toi tu y crois? Bah, j'ai envie de te dire, si jamais il a pas d'actualité, genre il doit dessiner des bandes dessinées, ce monsieur. Oui, il fait des BD. S'il sort une bande dessinée sur le paranormal dans 2 semaines et qu'il a besoin d'un coup de pub que l'éditeur lui a demandé, je suis sceptique, tu vois. Genre, comment tu peux te faire de la pub sur Twitter pour pas grand chose? Alors c'est la première chose qu'on lui a dit, hein, c'est le premier reproche qu'on lui a fait, tu fais ça pour te faire de la pub. Et lui a expliqué, à juste titre d'ailleurs, que le paranormal c'était pas du tout le style de BD qu'il faisait, et qu'il avait pas l'intention d'en faire. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que le mec, ça fait partie de ses sujets? Est-ce que... Non, lui il fait vraiment de la BD humoristique, voilà, c'est vraiment des petits strips assez marrants, des fois c'est un peu politique, c'est souvent très société, mais c'est plutôt marrant quoi, c'est pas du tout dans le délire du paranormal, c'est souvent assez ancré dans la réalité, un personnage un petit peu loser. Je sais pas si tu lis voilà les BD de Sarah Scribbles par exemple, que moi j'aime beaucoup. On est un petit peu dans la version masculine de Sarah Scribbles, c'est assez sympa hein, à lire, mais ça a rien à voir avec le paranormal. D'accord. Et ok. Moi, donc le mec aurait pas d'actualité, mais toi t'as une théorie. Toi. Ouais, moi j'ai une théorie. Je me demande si c'est pas finalement ce qu'on appelle une fiction Twitter, parce que ça commence à peine. Hein, il y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y en a une qui est faite par François Descraques en France, qui s'appelle 3e étage, je crois. Enfin, je me souviens plus exactement le nom, mais en tout cas, vous chercherez François Descraques. François Descraques, c'est le réalisateur du Visiteur du futur. A fait une fiction Twitter qui est super bien à suivre d'ailleurs. Et on retrouve un petit peu ce genre de choses, notamment sur le côté graduel. Enfin, l'horreur arrive petit à petit, les trucs effrayants arrivent vraiment petit à petit. Moi, dans l'histoire d'Adam Ellis, je retrouve vraiment la structure d'un film d'horreur, un peu comme Paranormal Activity, où au début il se passe pas grand-chose, puis ça devient de pire en pire. Et c'est vrai que voilà, ce côté très bien construit, parce que là, on l'a raconté, c'est une histoire qui se raconte très bien. C'est vraiment ce côté très construit qui me fait penser qu'on est peut-être sur une fiction Twitter, peut-être une nouvelle forme de narration sur les réseaux sociaux, qui est très intéressante, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés à passer les photos qu'ils publiaient sur Twitter dans des logiciels qui détectent Photoshop et tout? Non, pas sur le Photoshop, mais du coup il y a beaucoup de... Parce que les photos n'ont pas l'air d'être retouchées visiblement, c'est juste qu'elles sont un peu bizarres, donc c'est-à-dire que si elles sont... s'il y a un trucage, je pense qu'il est naturel, c'est-à-dire que tu vois, il a fait lui-même bouger un truc au loin, un petit peu comme l'effet de Cottingley, on en reparlera peut-être un jour dans cette émission. Tu sais, c'est des photos qui avaient dupé tout le monde, notamment Arthur Conan Doyle à l'époque, qui était fan de paranormal. En fait, on voyait c'était des photos de fées dans un champ. Et en fait, tout le monde a cru que les faits existaient, enfin, beaucoup de gens ont cru que les faits existaient à cette époque. Des experts photos avaient analysé les images et avaient dit qu'il n'y avait pas de trucage, voilà. Alors qu'en fait, c'était juste des gamines qui avaient coupé des
des ailes dans un magazine et qui les avait collées sur des figurines et qui avait fait. Donc voilà, tu vois, on est peut-être sur, il y a peut-être des trucages comme ça sur les photos d'Adam Ellis, mais en tout cas, je pense pas numérique. Donc, des effets normaux, comme on dit. Voilà, des effets à la main, quoi, pas numériques. Donc du coup, et il y a beaucoup de gens qui récupèrent les photos, qui les passent dans Photoshop, mais pour éclaircir des zones, pour voir si Adam a pas manqué des choses. Et des fois, il remarque des choses que Adam lui-même n'avait pas remarqué. Notamment, il avait posté une photo à un moment où il partait en week-end, justement, quand il partait en week-end et qu'il avait posé juste la caméra, là. Il avait posté une photo en mode allez, courage, je me barre en week-end, je me casse de mon appartement hanté. Et il y a des gens qui ont éclairci l'image au fond à gauche, et on voyait aussi une espèce de petite forme, voilà. Donc là, ça a bien fait flipper Adam, qui devait être dans le train à ce moment-là, qui s'est fait oula, j'ai bien fait de me barrer. Mais donc voilà. Ah, mais parce que la cam était en direct? Non, la cam, il a posté des vidéos après. Je parle d'une photo, d'un selfie qu'il a posté juste avant de partir en week-end et qui a beaucoup intrigué du coup ses followers. Donc voilà, j'avais envie de classer l'affaire au début, mais en fait, vu que là Adam est au Japon pendant 2 semaines et qu'il va probablement se passer beaucoup de choses, j'ai envie de laisser l'affaire en suspens. Je pense que on peut, Peut-être qu'on en reparlera plus tard. En tout cas, moi j'ai envie de savoir ce qui se passe après, et je pense que les auditeurs aussi. Donc on attend peut-être la suite avant de classer totalement l'affaire. Ouais, ne serait-ce que pour débusquer un potentiel arnaqueur, hein. Comme on en voit beaucoup dans notre métier d'ailleurs. Exactement. Et j'espère très très fort que Adam Ellis n'est pas un arnaqueur, car j'aime beaucoup son histoire. L'affaire du pain maudit. Dans les années 50, un village français a sombré dans la folie, et la principale hypothèse implique aujourd'hui la CIA. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler, Mathias ? Je crois que je vois exactement de quoi tu veux parler. Tu vas nous emmener sur nos terres natales. Pas très loin, Tu vas nous emmener pas loin. Tu vas nous emmener à Pont-Saint-Esprit. Exactement, dans le département du Gard. Donc Pont-Saint-Esprit, ville connue pour ses excellents résultats et sa très forte participation à Interville, hein, mais pas que. Petite ville à côté duquel passe, il me semble, le Gard, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous fais un petit retour vers le passé, au mois d'août 1951, puisque c'est durant ce mois-là que 7 personnes sont mortes, 250 ont été intoxiquées et une 50aine internées en psychiatrie. Et là tu me dis, ça fait beaucoup de monde, surtout qu'à l'époque, Pont-Saint-Esprit ne comptait pas plus de 5000 habitants. Aujourd'hui ça va être un peu plus, hein. Ah oui, donc ça fait un pourcentage assez sérieux de la population. Ouais. Exactement. Et alors, coïncidence ou pas, toutes les victimes ont mangé du pain venant de la boulangerie de la Grande Rue. Donc est-ce que ce serait le boulanger qui aurait volontairement intoxiqué tout le monde ? A-t-on affaire à un boulanger maléfique ? Eh bien non. Du moins, c'est ce qu'on croyait au début, hein. Le boulanger a évidemment fait l'objet d'une enquête, mais non. Le mystère est resté irrésolu pendant pas mal de temps. Alors que pourtant, les faits impliqués étaient vraiment incroyables, hein, et on retrouve aujourd'hui des archives, notamment sur le site de l'INA, des archives vidéo, des télés de l'époque, avec des témoignages complètement incroyables, hein, notamment un intoxiqué qui dit, et là je cite, « Je suis resté 21 jours sans dormir, malgré les calmants et somnifères donnés par le médecin. » Imagine. Mais comment tu fais pour survivre aussi longtemps ? Potentiellement, c'est mortel, déjà. Déjà, c'est potentiellement rester 21 jours sans dormir, c'est mortel. Oui, parce que tu disais que 7 personnes sont mortes à ce moment-là. C'était à cause de. Alors, ce n'était pas que du manque de sommeil. Hein. Il y a différentes. Les morts ont été assez différentes. Par contre, les symptômes, eux, étaient relativement similaires. Tout le monde a eu des hallucinations. Et là, notamment, c'est une jeune femme qui raconte qu'elle a été victime d'hallucinations. Et là, ça fait. On n'a pas envie d'avoir les mêmes, hein. Elle était allongée dans son lit, elle avait à l'époque 5 ans, donc imagine en plus à 5 ans, elle voyait du sang couler du plafond, elle voyait la tapisserie de son plafond, la peinture de son plafond se gorger de sang, jusqu'à ce que le sang coule à grosses gouttes sur son lit. Elle sentait
Elle avait l'impression à chaque minute de la journée, elle avait l'impression qu'elle avait des touffes de cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle n'arrivait pas à parler, elle avait l'impression que des touffes de cheveux lui sortaient de la bouche. Et elle voyait dans les pires moments, parce que il y a quelque chose encore un peu passif dans ces visions-là. Et dans les pires moments, elle voyait dans sa chambre des animaux énormes. Elle voyait des tigres, des ours qui pouvaient apparaître et qui parfois lui sautaient dessus. Donc elle hurlait forcément et se débattait, mais ce n'était que des hallucinations. Des hallucinations donc, qui étaient dues à ce qu'il y avait dans le pain, je suppose. Ouais. Parce que j'ai vaguement entendu parler de cette histoire et il me semble que c'était l'ergot de seigle qui était à l'intérieur du pain qui aurait causé tout ça. C'est un espèce de champignon, si c'est bien ça. L'ergot de seigle, c'est un parasite qui a fait des milliers de morts au Moyen-Âge. Et qui, en effet, avait causé énormément d'hallucinations et beaucoup de cas de folie, plutôt, d'ailleurs. Plutôt que des hallucinations, c'était plutôt des cas de folie. Donc le boulanger et le meunier du village ont été incarcérés, dans un premier temps, puisque il s'est avéré que tout le monde avait acheté du pain chez eux, tous les intoxiqués avaient acheté du pain chez eux. Et comme je l'ai dit, les types de morts, disons, étaient relativement variés, puisqu'il y avait aussi des gens qui se prenaient pour ce qu'ils n'étaient pas. Et il y en a notamment un qui s'est mis à sa fenêtre, qui a hurlé « Je suis une libellule !» et qui a sauté en essayant de s'envoler. Donc voilà, on est sur ce type de... alors forcément, je sais pas à quel étage il était, mais ça s'est mal fini pour lui. Je rigole, mais c'est horrible en fait. Ouais, mais il y a prescription, c'est pas 51. monsieur. Il y a prescription. Et... Oui, bon, quand même. et donc voilà, les gens se prenaient pour des choses qu'ils n'étaient pas. Enfin bref. Et là, on se dit, mais... Et pourquoi donc, du coup, on se dit, mais donc, quel était l'ingrédient mystère de ce pain ? Eh ben, aujourd'hui, évidemment, on peut plus l'affirmer à 100%, puisque se dégradant, toutes les traces ont disparu. En revanche, il y a un journaliste américain qui répond au nom de Hank Albarelli, donc sans doute mi-américain, mi-corse, qui est spécialiste des services secrets, qui a rédigé un ouvrage en 2009 qui incrimine la CIA. Donc oui, la CIA, les carrément. Américains. La CIA, voilà. Les Américains. La folie. Dans cette affaire du pain maudit. Et c'est toujours la CIA à un moment donné. La NSA. Bah maintenant, de plus en plus. C'est toujours une agence américaine. C'était la CIA, maintenant pour le siècle à venir, ça va être la NSA. Ouais, c'est toujours la NSA. Et en fait, ça s'est fait un peu... sauf là où c'était la CIA. Ça s'est fait un peu par hasard, puisqu'il enquêtait au départ sur la mort survenue en 1953, donc 2 ans après les événements de Pont-Saint-Esprit, sur la mort d'un biochimiste de la CIA qui lui s'appelait Frank Olson. Il a épluché ses carnets de notes et il est notamment arrivé au fait que Frank Olson était quelqu'un de plutôt déprimé. Il était plutôt déprimé et notamment il y a quelque chose qui revenait dans ses notes qu'il avait Frank Olson appelé une terrible erreur. En épluchant bien ses notes, il s'est rendu compte qu'en août 51 et plus globalement durant l'année 51, Frank Olson séjournait dans le sud-est de la France. Tu veux dire que sa grosse erreur, alors, c'est vraiment une très grosse erreur. C'est-à-dire empoisonner un village entier. Attention, c'est pas pour l'instant, on est sur des suppositions. Donc il enquête sur la mort de ce Frank Olson. Il se rend compte que c'était un biochimiste de la CIA qui vivait, qui avait passé un certain temps dans le sud-est de la France. Et le journaliste, le travail qu'il va faire, ça va être de faire le lien entre cette terrible erreur et Pont-Saint-Esprit. Notamment donc pour la similitude, la proximité du biochimiste avec le village, mais aussi parce qu'à ce moment-là, Frank Olson effectuait des recherches sur le LSD. Ah, donc on est à cette période-là de l'histoire des États-Unis. Exactement. Où on se dit qu'on peut utiliser le LSD comme une arme. En fait. C'est comme une arme, c'est pas considéré dans il me semble pour eux comme une arme. En tous les cas, c'est pour de la manipulation mentale. C'est-à-dire que leur but, c'est pas forcément d'arroser les soldats ennemis de LSD. S'il y a pas que ça, ça a été dans leur dossier pendant un moment. Mais là, c'est sur de la manipulation mentale. C'est pour comment on arrive à faire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas du tout. Et qu'en plus, avec un peu de chance, ils ne s'en souviennent pas.
Donc le LSD dans ce but-là est testé. Et donc évidemment il y a eu un petit problème de dosage, on peut le dire. Ça on le sait, pour l'instant, je serais tenté de dire qu'on le sait pas. En tous les cas, moi je m'avancerai pas trop dessus. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, et ça il y a un documentaire qui a été diffusé sur France 3 en août dernier qui le replace très bien, c'est le contexte politique dans lequel s'est effectué cet incident, puisque c'était un contexte de guerre froide et que la France n'était pas forcément toujours considérée comme un allié pour les États-Unis. C'était un allié un peu trop indépendant, disons. Et aussi que des expériences avaient lieu même sur le sol américain. Et ça, le documentaire le retrace très bien. C'est-à-dire que on pourrait se dire que, évidemment, ce genre de test-là est fait sur des populations dont le pays qui fait les expérimentations se fout. Et bien même pas. Le LSD a aussi été testé sur le sol américain. Et donc, il fait ce lien. Il fait ce lien hypothétique. Et il se met à enquêter sur les intoxiqués du pain maudit. Et là, il se rend compte d'un truc. C'est que les intoxications dues à l'affaire du pain maudit sont les mêmes que les symptômes des victimes d'attaques au LSD. Donc alors, histoire on va le repréciser, hein, mais ça ressemble quand même énormément à une théorie du complot, mais tout est vrai. Eh ben écoute, tout est vrai. Beaucoup de choses, en tout cas, sont vérifiées et vérifiables, notamment grâce aux actes qui obligent en fait les agences américaines à rendre leurs documents en accès libre au bout d'un certain temps. Donc normalement, il y a plus de 2000 documents qui mentionnent des expérimentations sur le LSD, ce qui en fait est une broutille, hein, puisque normalement, les experts estiment qu'il y en a plus de 20 000 qui en parlent, mais en fait, en sachant que les documents allaient être rendus publics, il y en a beaucoup qui ont été détruits, que ce soit numériquement ou physiquement, qui ont été brûlés. Donc, comme si la CIA cachait des choses. Voilà, exactement. Donc oui, ça ressemble à une théorie du complot, mais il y a des preuves relativement tangibles, et ne serait-ce que, notamment, le témoignage des personnes qui y étaient en 1951 et qui en ont parlé à la télévision française. C'est-à-dire que eux, ils ont les 7 morts, elles ont eu lieu. Hein. Les intoxiqués, ça a eu lieu. Les internés, ça a eu lieu. Donc c'est plutôt le lien qui est fait entre les deux qui a à titre d'hypothèse, mais les symptômes dus au LSD sont avérés pour le coup. Et aussi, autre chose qu'il faut préciser, c'est qu'on se dit LSD, drogue récréative, alors pourquoi quand il y en a qui en prennent, ils meurent pas tous? Déjà parce que tous ceux qui en ont pris là ne sont pas tous morts, hein. On est sur en tout près de 300 personnes, dont 7 décès, et de 2, ils ne savaient pas qu'ils en avaient pris. Et ça, les psychiatres du documentaire l'expliquent, c'est qu'une personne qui a pris du LSD et qui s'attend à avoir des hallucinations va être dans un contexte, disons, relativement positif pour accueillir ces hallucinations. Une personne qui commence à avoir des hallucinations assez réelles pour qu'elle pense que c'est la réalité, mais en même temps ne sait pas qu'elle a pris du LSD, là c'est dramatique. Oui, parce que du coup, elle comprend pas ce qui se passe et donc elle imagine le pire. Quoi. Exactement. Et donc du coup, j'ai vu le documentaire et j'avoue que moi aussi j'étais un petit peu sceptique au début. Et à la fin, on se dit putain mais c'est dingue. Parce que le travail du journaliste, en fait, c'est de montrer à quel point le lien entre Frank Olson et Pont Saint-Esprit sonne juste. Bah, c'est vrai que la manière dont tu me le racontes, en tout cas, ça sonne juste. Et entre ce qui s'est réellement passé, les faits qui sont avérés, et ce lien qui est quand même, qui existe, qui paraît en tout cas très réel, qui existe. J'ai envie de dire que aujourd'hui, l'affaire du pain maudit de Pont Saint-Esprit est classée. C'est-à-dire qu'on pense à peu près savoir ce qui s'est passé. Je serais pas tout à fait, je suis pas aussi affirmatif que toi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas. Et notamment, donc comme tu le disais, il y a probablement eu un problème de dosage. Si jamais test il y a eu, hein, et si jamais ce n'était pas une erreur, est-ce que c'est pas tombé par hasard aussi là?
Par contre, il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est l'implication du gouvernement français de l'époque dans un potentiel accord pour tester cette drogue-là, du coup utilisée comme tu disais, comme une arme, sur la population française. Donc j'ai envie de te dire, classé en un sens oui, mais la thèse de Franck Albarelli, elle a pas été 100% avérée, hein. Tout le monde, il y a encore beaucoup de gens qui nient, hein, même si Bill Clinton avait fait des excuses publiques dans les années 90 pour s'excuser notamment auprès des victimes de ces expérimentations-là. Le lien avec mon Saint-Esprit, lui, n'a pas fait l'objet d'excuses encore. Et surtout, quid du gouvernement français. Donc là, on va passer sur des affaires internes plutôt, j'ai envie de te dire. Donc plutôt un cold case. Exactement. En fait, qui ne sera peut-être jamais vraiment fermé. En fait. J'en ai bien peur, mais je désespère pas. Mais écoute, ça valait le coup de partager ce dossier qui malheureusement qui reste encore ouvert et qui, je pense, dispose d'un niveau de mystère, hein, qu'on peut classer plutôt haut, hein, je pense. Je pense qu'on a un niveau de mystère plutôt élevé là, parce qu'il a quand même fallu aussi attendre une 50aine d'années, même plus, une 60aine d'années pour que ça réapparaisse. Pour qu'une théorie à peu près plausible en fait voit le jour aussi. Bah oui, exactement, comme tu dis. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce premier épisode du Bureau des Mystères. Vous pouvez nous envoyer vos histoires